Bonjour les amis et bienvenue sur la saga des jeux. Aujourd'hui avec Axel et on va vous parler de la pas si nouvelle que ça preview du nouveau pack scénario qui va sortir pour Marvel Champions alias Shadowlands ou la Terre des Ombres. J'imagine qu'ils vont garder Shadowlands puisqu'en fait c'est un nom d'un lieu dit dans l'univers de Daredevil. Alors, on voit déjà ici, chose intéressante, que ça va sortir en octobre 2026 si tout va bien. À savoir que les deux prochaines sorties que l'on va avoir, c'est Jessica Jones et j'ai déjà oublié son nom, Luke Cage, voilà, qui normalement devraient sortir d'ici 1 à 2 semaines grand max, puisque là, au moment où j'enregistre ceci, eh bien nous sommes le 26, pardon, ce que je raconte, nous sommes le 5 du 8. Je lis évidemment la date à l'envers, parce que c'est en anglais sur mon PC, c'est ridicule. Alors, on va commencer tout de suite. Là, je découvre en même temps que vous, parce que je reviens de vacances. J'étais à Carcassonne à 40 degrés, du feu partout, une piscine, c'était génial, mais voilà, d'où le retard. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas seul à être en retard. Je crois qu'il n'y a pas un seul francophone qui l'a déjà traduit. Donc, vous accueillerez probablement ça avec plaisir quand ce sera enfin mis sur la saga des jeux, à savoir que je pense que mon ami Lio ne rentre pas avant le 8, donc de toute façon vous l'aurez pas avant le 8, puisque c'est lui qui gère la chaîne. Allez, c'est parti. Première carte, Atop the Tenchu. Donc Tenchu c'est un mot japonais, je vais pas essayer de le traduire, si ce n'est que Ten ça veut dire ciel, donc c'est probablement la tour ou un truc comme ça. Et Atop c'est au-dessus ou... Enfin, vous avez compris le principe. Donc, c'est une carte d'environnement qui allait très vilain et position. Si les deux positions... Dégage. Si les deux positions sont la même, chaque personnage gagne ou reçoit plus 1 d'attaque. Si les positions sont différentes, il y a 2 points. Réduisez le nombre de dommages que chaque caractère prend par 1. Ok. Et la menace threat cannot be removed from main scheme, donc la menace ne peut pas être retirée de la manigance principale. Intéressant. On va voir plus loin parce que là comme ça ne m'explique absolument pas ce que c'est. Ah. Voilà, vous remarquerez que j'ai pas du tout préparé cette fois-ci, hein, c'est vraiment à l'arrache. Donc c'est le même nom de carte, c'est un environnement, si ce n'est que je vois que ce n'est pas la même chose au niveau des traits. Donc ici c'est position et héros. Action de premier joueur, résolvez un des effets ci-dessous, puis retournez cette carte. Donc ce sont des cartes double face. Incliner, ce que je raconte. Infligez 3 dégâts à votre identité. Ouais, donc en fait on doit choisir un des coups ici pour pouvoir retourner la carte, et j'imagine que de l'autre côté il se passe quelque chose d'autre. Donc infliger 3 dégâts à votre identité, c'est bien deal, hein, donc là on peut éventuellement les prévenir. Dépenser 2 ressources énergie, donc éclair ou jaune, ou plutôt défausser un allié ou amélioration que vous contrôlez. Donc on a 3 coups différents, on prend celui qui nous arrange le mieux pour retourner cette carte. Attention que donc c'est bien deal et pas take, donc normalement vous pouvez prévenir, si je me souviens bien des règles, si ça n'a pas changé depuis la version 1.8, parce que ça change quand même régulièrement ces derniers temps, et j'ai pas encore tout lu non plus. Ou par exemple avec un tenace, normalement vous pouvez également du coup prévenir les dégâts, toujours intéressant. Ah oui tiens, truc... Oui. À mon avis ces cartes vont arriver en jeu dès le départ. Ce sont des environnements, donc normalement ça ne part pas. Et si les deux positions sont la même, donc la position du vilain et la position du héros, donc là par exemple au top de Tenchu, si on est tous les deux au-dessus du Tenchu, donc sur le toit du temple on va dire, eh bien tous les personnages, les nôtres et ceux du deck de rencontre, ont plus 1 d'attaque. Sinon, malheureusement, eh bien on fait moins facilement du dégât. Bon, on en prend moins facilement aussi puisque c'est chaque personnage
voit ses dégâts réduits de 1, et par contre la manigance ne peut pas être retirée de la menace de la manigance principale, donc ça pourrait nous faire perdre. On va régulièrement devoir se retrouver sur le même niveau que notre adversaire, juste pour pouvoir retirer de la menace. Alors, The Streets Below, ah bah voilà, en fait c'est le recto, le verso plutôt, puisqu'on voit ici numéro 3. Ouais, c'est bien ça, numéro 3, numéro 3. Donc c'est l'autre face. Eh bien c'est tout simplement dans la rue. Donc on a le choix entre être là-bas sur le toit ou dans la rue. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Si les deux positions sont les mêmes, chaque personnage reçoit plus d'attaques, parce que de nouveau la position du vilain ici. Hein. Si les positions sont différentes, réduit le nombre de dégâts que chaque caractère prend de 1. Donc c'est exactement la même chose, et la menace ne peut pas être retirée de la manigance principale. Donc en gros, c'est exactement la même chose que sur la top de Tenchu pour le vilain. The Streets Below, donc la rue en dessous. Position de héros cette fois. First Player Action, donc action du premier joueur. Résolvez un des effets ci-dessous pour retourner cette carte. Donc à chaque fois on va avoir des effets possibles pour aller rejoindre le vilain et pouvoir faire la mission entre guillemets normalement. Donc cette fois-ci, ce n'est pas prendre du dégât, mais c'est placer 3 menaces sur la manigance principale et sonner votre identité. Donc ça c'est casse-pied par contre, c'est vachement plus punitif, je trouve, que 3 dégâts. Ou dépenser 2 ressources force. Bon, c'est dans l'idée qu'on va grimper à main nue jusqu'au-dessus ou sauter. Et le dernier, dépenser une ressource de n'importe quel type et incliner un personnage aérien que vous contrôlez. Bah oui, c'est logique, puisqu'il faut aller au-dessus. Si on sait voler, c'est beaucoup plus simple. Dans les personnages nouveaux qui sont sortis pour l'instant, Daredevil peut choper le vol, donc ça serait quand même déjà une bonne chose, mais je crois qu'il doit payer pour choper le vol, donc au final ça change pas grand chose que de payer 2 ici. Il me semble que Jessica Jones a une carte qui lui donne le vol, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, je crois que ce sont les seuls du nouveau cycle actuellement. Alors, carte suivante. Black Tarantula, qui n'est pas, sans nous rappeler, un célèbre acteur de film Black Mamba. Je ne reviendrai pas sur ses exploits ici. Donc Black Tarantula, ou Tarentule Noire, qui est un sbire, qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, qui est une brute qui fait partie de la main, donc le groupe de ninja. A savoir que Shadowland, évidemment, tout est basé sur l'archétype, enfin pas sur l'archétype, mais dans le monde ninja, de la main, qui sont ces ninjas habillés en rouge et qui posent beaucoup de problèmes à Hell's Kitchen, à Daredevil et aux Defender en règle générale. Donc voilà, donc le premier personnage que l'on voit de la main, ici présent. Alors il a 5 points de vie, il a garde. Déjà ça pique en soi, parce qu'un 2-2-5 garde, voilà quoi. Une fois révélé, changer la position du vilain. Ben voilà, là on comprend déjà la... Donc on va jouer à cache-cache avec le vilain, qui va systématiquement se barrer sur l'autre endroit que là où nous on a été le rejoindre pour taper dessus. Et qu'à mon avis, toutes les cartes de Shadows in the Night, donc Ombre dans la nuit, vont le faire changer de face. Alors, change... Maintenant... ah non, si, j'allais dire une chose, mais la suite de la phrase me corrige déjà. J'allais dire, si on joue à plusieurs, bah, ça va réduire l'effet de ces cartes-là, puisqu'il ne va pas arrêter de changer de face. Sauf que non, en fait, puisqu'on va changer la position du vilain si elle n'a pas déjà changé à cette phase. Donc voilà. Si la position du vilain est au-dessus du temple, la tarentule noire vous attaque. Attaque Sue, ouais, ok. Sinon, donnez au vilain et à la tarentule noire, chacun, une carte de statut tenace. Donc ça va vraiment de nouveau être un deck assez contrôle qui va nous embêter, où on ne pourra pas facilement taper sur les gens parce qu'il va falloir courir derrière le vilain. On va avoir des problèmes avec la manigance également, puisqu'il faudra courir derrière le vilain, dépenser des ressources avant de pouvoir contrer. Donc tout ça va bien nous ralentir. Et en plus, eh bien, il va donner des statuts tenaces, aussi bien à lui qu'au vilain, donc un peu casse-pied. Et on voit qu'il a 3
3 icônes de boost, donc si on le tire comme, comme carte de boost, bah, c'est quand même pas cool non plus. Donc voilà, c'est déjà... on voit que quand même la difficulté est pas trop mal, hein. Alors Strategic Positioning, positionnement stratégique, qui est une manigance annexe. Under Shadowlands, the End rules the streets. Donc en dessous de Shadowland, qui est donc le nom du QG en fait de la main, eh bien la main dirige les rues. C'est thématique. While the villain's position is the street below, donc tant que la position du vilain est la rue en dessous, cette manigance gagne une icône d'accélération. Ok, donc quand le vilain est dans les rues, il accélère, c'est super. While the villain's position is at top, donc quand la position du vilain est au-dessus du temple, cette manigance gagne une icône de hasard. C'est pas de hasard en français, c'est donc une carte de rencontre supplémentaire pendant la phase d'allocation des cartes de rencontre. Une carte d'aléa, voilà. Une icône d'aléa. Alors, 2 icônes de boost, elle arrive avec 3 menaces par joueur, donc normalement en solo, il y a moyen de la one-shotter avec pas mal de personnages maintenant, ça c'est pas mal. Puisque pour rappel, il y a une nouvelle carte en justice qui est assez sympa, si vous jouez justice évidemment, qui débute dans votre main et qui vous donne plus 1 de justice d'entrée de jeu. Je crois que c'est une bonne façon de commencer toutes les games si vous êtes en justice en solo. Alors, carte suivante. Chaos in Hell's Kitchen, le chaos dans Hell's Kitchen. La cuisine de l'enfer, traduit littéralement, mais bon, comme c'est un nom, on va garder Hell's Kitchen. C'est donc une traîtrise. Pardon. Une fois révélée, changer la position du vilain s'il n'a pas déjà changé à cette phase. Donc on voit que ça va être la mécanique centrale de ce premier scénario. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai quand même été un petit peu lire vite fait, sans analyser les cartes, la preview d'FFG sur la page d'FFG ce matin. Et il y a donc 3 scénarios, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, centrés autour de, donc comme topics, la main. Et le reste, je vous expliquerai après du peu que j'ai retenu. Bon, si la position du vilain est donc au-dessus du temple, je dis temple parce que je ne sais pas comment ils vont traduire Tenchu, mais je pourrais l'appeler le Tenchu. Au-dessus de Tenchu, ben, placez 2 menaces sur la manigance principale, sinon prenez 2 dégâts. Donc ici, c'est pas alloué, c'est bien prenez. Hein. Et alors, comme effet de boost, résolvez le une fois révélé de cette carte. Pas trop méchant, pas cool non plus. C'est quand même le genre de carte qui en fait pourrait vous faire perdre en one shot avec le coup des 2 menaces. Voilà. Moonlit Silhouette. Silhouette donc à la lumière de la lune, on va dire ça comme ça, qui est une traîtrise, qui a un très bel art, je trouve, avec Nacho, hein, comment elle s'appelle encore oh là, moi, les prénoms, c'est vraiment une catastrophe. Mais bon, vous reconnaissez le personnage, hein, la girlfriend de Daredevil, du moins dans les comics. Alors, une traîtrise donc qui dit qu'une fois révélée alter ego, changez la position du vilain. Si elle n'a pas changé à cette phase-ci, point, vous êtes confus, vous êtes désorienté. Ou une fois révélé héros, si la position du vilain est au-dessus de Tenchu, le vilain manigance, sinon le vilain vous attaque. Ok. Donc là, que vous soyez en contact avec lui ou pas, c'est donc une activation supplémentaire. Dans les rues, il vous tape, et au-dessus de Tenchu, il manigance. Que d'ailleurs vous soyez présent ou pas. Ok, ok. Et eh bien c'est déjà fini pour les cartes de ce set Shadows in the Night. Vous excuserez mon manque de préparation pour cette fois-ci. Alors, autre chose que j'avais déjà vu aussi, vous voyez que pour ce scénario, on ne vous a pas présenté de vilain. Eh bien, c'est normal, parce qu'en fait, on va devoir, à l'instar de ce qu'il se passe, peut-être qu'ils vont en faire une règle générale maintenant, hein, pour avoir plus de liberté et de rejouabilité, mais en fait, on va nous demander de tirer au hasard un des
Euh, un des personnages vilains présent ici, à savoir, je crois qu'il y en a 6, me semble-t-il, bon, on a les 6 d'ailleurs de ce que j'avais lu, donc ça c'est bien, on pourra regarder ça ensemble. Et on va commencer tout de suite, et donc ça ce sont les darks protégés. Donc la manigance en fait principale, elle va vous demander de tirer un des darks protégés au hasard. Alors on va commencer par l'archipriestesse, l'archiprêtresse. Alors on voit qu'ils sont apparemment double face, puisqu'on a la face A. Derrière il y aura donc la face B, ça paraît logique. Alors déjà ce qu'on peut retenir, c'est que toutes les cartes qui dépendent du nombre du positionnement du vilain, bon, ici déjà vous l'aurez dans l'os, ça marche pas. Enfin ce sera 1, donc en gros ce sera jamais rentable. Et donc elle a 2 de manigance, 1 d'attaque avec une petite étoile, elle fait partie de la main. Elle a une réponse forcée quand elle attaque, donc pour la petite étoile. Après que l'archiprêtresse vous a attaqué, donnez à un sbire une carte de statut tenace. Si aucune carte de statut tenace n'a été placée de cette façon, défaussez les 3 cartes du dessus du deck rencontre et infligez un sbire défaussé de cette manière à vous-même, face cachée comme carte de rencontre. Donc en gros c'est un générateur de sbires. J'aime beaucoup cette mécanique, je trouve ça sympa. Maintenant évidemment si vous rajoutez des sets de rencontres annexes avec des sbires hyper violents, bah là le vilain devient hyper violent. C'est vraiment dépendant du nombre de sbires que vous aurez et de leur force dans le deck de rencontre. Et on voit que sur sa face 1, elle a déjà 15 points de vie par joueur, ce qui n'est pas rien. Ce qu'on peut voir aussi, petite particularité, c'est que c'est la carte numéro 1 sur 16, à savoir que le verso c'est 1 aussi. Vous allez me dire, il y a 6 vilains, pourquoi il y a 10 cartes de plus? On y reviendra. Alors le prochain dark protégé que l'on retrouve, c'est Daredevil. Vous allez me dire, ah bah zut, comment est-ce qu'on va faire si on joue avec Daredevil contre lui? Eh bien j'imagine que si vous le piochez, vous pouvez tout simplement repiocher un autre, ou comme d'habitude, faire la règle du multivers, ou encore tout simplement imaginer que c'est un autre personnage, puisqu'il n'a pas de prénom ici, bien que je crois qu'il y a une règle là-dessus qui a été changée récemment. Bref, vous faites comme vous le sentez. Alors, de nouveau, on voit qu'il a 2 faces. Donc, il a 1 de manigance. Ici, il manigance moins bien. C'est parce qu'il est possédé. 2 d'attaque. Donc, les traits, la main est possédée. Réponse forcée après qu'un allié... après que vous ou un allié que vous contrôlez attaque Daredevil, choisissez soit défausser une carte au hasard de votre main, ou Daredevil vous attaque. Donc, en gros, ce sera plus intéressant de vider votre main. Hein. C'est tous les jours plus intéressant de jeter une carte que de se faire attaquer par le vilain. Comme si vous aviez à chaque fois une carte dans la main de Spider-Man, le salto arrière qui permet d'annuler l'attaque. Et bien voilà, c'est un peu le même principe. Donc lui va surtout jouer avec votre économie, ou en fin de game, si vous n'avez pas envie de perdre votre main parce que vous voyez que vous êtes full vie et que vous pouvez le terminer, là vous prendrez peut-être une attaque, mais c'est toujours risqué également de prendre les effets de carte de boost qui parfois peuvent foutre tout en l'air. Donc, ah oui, puis je vois que c'est limité une fois par round par joueur. Donc ça quand même, vous pouvez l'attaquer plusieurs fois, il ne répondra qu'une fois. Et il a 15 points de vie par joueur, donc à mon avis ça va être générique, on va voir tout de suite, mais à mon avis ils vont tous avoir de fait 15 points de vie par joueur pour Electra, dont j'avais oublié le nom il y a quelques instants, donc de nouveau un des darks protégés, elle est main, elle est possédée, un de manigance, 2 d'attaque, une petite étoile, interruption forcée, quand Electra attaque, défaussez la carte du haut de votre deck. Si le coin imprimé de cette carte est un nombre impair, Electra gagne plus 1 d'attaque pour cette attaque. Sinon, cette attaque gagne déferlement et perçant.
Ok, donc déjà elle va faire défausser des cartes de notre deck, ce qui est pas toujours cool quand on a des cartes maîtresses qu'on veut vraiment avoir. Ensuite, en fonction du coup imprimé, bah, si c'est un pair, elle a plus un d'attaque, elle est en train de nous attaquer, c'est une interruption, donc on sait qu'on prendra un de dégâts en plus. Par contre, si la carte est, le coût de la carte est pair, ben là elle prend Overkill et Piercing, ce qui est très très embêtant pour le chum blocking. Donc voilà un personnage qui veut nous empêcher de bloquer avec nos alliés. Enfin maintenant, on connaît la majorité des coups qu'on a mis dans notre deck. Et alors il y a une question quand même que je me pose, c'est pour ce genre de cas de figure, le 0 est-il compté comme pair ou impair? En général, dans ce genre de jeu, il est compté comme pair. D'un point de vue mathématique, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, à voir ce qu'on va nous dire. Carte de vilain suivante de Dark Protégé. Nous avons donc la Gorgone qui fait partie de la main, qui a un de manigance, 2 d'attaque avec une étoile. Interruption forcée. Quand la Gorgone vous attaque, choisissez soit de dépenser une ressource de force, donc le point rouge, soit sonnez votre identité, soit prenez 2 dégâts indirects. Donc soit il joue avec notre économie, soit il nous ralentit quant au fait qu'on peut taper sur lui. Maintenant, si on ne veut pas taper avec notre héros, qu'on veut taper avec nos alliés ou des soutiens, on s'en moque, c'est ça qu'on choisira. Et enfin, 2 dégâts indirects. Justement, si on joue avec des alliés, on ne va pas choisir celle-là. Donc en fonction de si on a une économie forte, si on fait faire le boulot par notre héros ou si on a beaucoup d'alliés. À voir, mais il me paraît un chouïa plus gérable que les précédents. Moins casse-pied. Et il a de nouveau 15 points de vie par joueur. Lady Bullseye, qui fait partie de la main, qui est donc dans mon souvenir, de ce que j'ai lu, un personnage qui tombe amoureux de Bullseye et qui est recruté par la main ensuite. Alors, de nouveau un personnage qui a 2 faces, face A, face B. Je ne pense pas qu'ils auront d'autres phases, donc en fait il n'y a pas vraiment de facile-difficile ici, j'imagine. Mais nous verrons bien, si ça se trouve. Ils sont tous en AB et CD, allez savoir. Vilain, 2 de manigance, 1 d'attaque avec une petite astérix qui est une réponse forcée après que Lady Bullseye vous a attaqué. Donc c'est quand même souvent le même trigger. Si cette attaque a été indéfendue, prenez un dégât indirect. Sinon, placez une menace sur la manigance principale. Ok, donc elle n'attaque pas hyper fort, certes, mais à chaque fois qu'elle attaque, si vous vous défendez, eh bien elle va placer de la menace sur la manigance principale, ce qui est pas cool. Surtout qu'on a vu qu'avec le premier scénario, si on n'est pas au même niveau qu'elle, on ne peut pas contrer la menace sur la manigance principale, donc ça peut vite être un souci. Et un dégât indirect, ma foi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus gérable. De nouveau, 15 points de vie par joueur. Ils sont quand même costauds. On a l'impression qu'il n'y a pas de phase facile et qu'on passe directement en niveau intermédiaire et le côté B sera probablement la phase difficile. Encore que j'imagine bien quelque chose où ils vont dire il se passe ça, sauf si vous jouez en mode difficile, il se passe ça en plus. Alors, le tigre blanc, qui est donc un personnage normalement allié, mais qui du coup est bien la main est possédée, qui a 1 de manigance, 0 d'attaque avec une astérix. Peut-être le plus facile, on va voir. Réponse forcée, après que le tigre blanc vous a attaqué, elle vous attaque à nouveau avec plusieurs d'attaque. Limité à 1 fois par round par joueur. Bah oui, parce que sinon, en fait, elle l'attaquerait à répétition. Donc en gros, c'est un personnage qui fait des attaques combo, elle vous attaque 2 fois d'affilée. La civilisation va chuter dans le chaos et Darkness et les ombres. And he who walk the left hand path, et celui qui marche le long du chemin gauche devra s'agenouiller devant la bête. Super, c'est très énigmatique. Enfin, niveau ambiance, c'est pas mal. Alors, avec le kit Dark Protégé viennent des cartes
du deck de rencontre, mais qui sont liés, avais-je lu sur la preview officielle de FFG, pardon. Et en fait, on voit qu'elles sont liées au personnage qui est ressorti. Donc il va falloir vous amuser à chaque fois. Vous allez piocher au hasard le personnage. Et ensuite, vous allez devoir rechercher dans ce set toutes les cartes qui lui sont liées pour les rajouter dans le set, dans la pile de rencontres. Donc admettons qu'on ait tiré Electra ou Lady Bullseye ou White Tiger, Tigre Blanche, eh bien on devra rajouter cette carte, Art of Kill, l'art de tuer, dans le deck de rencontre. Et maintenant que j'ai expliqué ça, eh bien on va voir que les trois personnages à qui est reliée la carte diffèrent à chaque fois, et donc les effets différeront en fonction du personnage joué. Ça fait quand même pas mal de rejouabilité. Alors ici on a un attachement qui s'appelle donc l'art de tuer, interruption forcée. Quand un ennemi vous attaque, pardon, il reçoit plus 1 d'attaque pour cette attaque. Si cette attaque a vaincu un personnage, placez une menace sur la manigance principale. Ok, donc quand elle attaque plus fort, et si on chum block, eh bien, on se prend de la menace supplémentaire. C'est pas pour rien qu'on a Lady Bullseye, c'est quasi sa mécanique à elle. Action d'alter ego, dépenser une ressource de chaque type, donc énergie, éclair jaune, mental, l'icône chimie bleu, ou physique rouge le point, donc défausser cette carte. Donc ça vous oblige à retourner en alter ego, c'est toujours un peu embêtant. Surtout avec un personnage qui manigance quand il s'active. Voilà, ça peut vite vous dépasser en menace. Carte suivante, Kralax Blessing, la bénédiction de Kralak. Je ne sais pas ce que c'est, Kralak. Donc c'est un attachement qui a le trait condition et sort qui est relié cette fois-ci à l'archi-prêtresse, à Daredevil ou à la Gorgone, attaché au vilain cette fois-ci, alors que la première c'était bien attaché à votre identité. Interruption forcée. Quand le vilain attaché devrait prendre n'importe quel nombre de dégâts d'un personnage, réduisez ces dégâts par 3. Le vilain attaché attaque le personnage, défaussez cette carte. Donc il a un bouclier qu'il défend de 3. Il vous attaque en réponse, et ensuite la bénédiction s'en va. Ça ressemble un petit peu à la Gorgone, si je me rappelle bien. Ah non, ça ressemble un petit peu au pouvoir de Daredevil, il me semble. C'est ça, après qu'il a été attaqué, eh bien, soit vous défaussez une carte, soit vous vous faites réattaquer. Donc on voit qu'à chaque fois, la personne qui est sur la carte de rencontre a une importance pour la mécanique, dirais-je, puisqu'ici c'est un peu la même chose, vous l'attaquez, il vous réattaque derrière. Alors, une traîtrise, les ombres à l'intérieur, Darkness Within, enfin les ombres, c'est pas les ombres, c'est la noirceur à l'intérieur, qui est reliée à l'archiprêtresse, à Gorgone et ou Lady Bullseye. Donc la précédente c'était Daredevil, ici c'est Lady Bullseye. Donc on voit déjà que si on a l'archiprêtresse, on a la carte précédente pour quand on se fait attaquer, et puis on a celle-ci. Une fois révélé, changez la forme de votre héros et le vilain vous attaque. Ah non, pardon, changez sous la forme de héros et le vilain vous attaque. Si on est passé en alter ego pour se soigner, mais qu'on a dû faire une action, donc on ne s'est pas encore soigné, et que vous piochez ça, vous l'avez mauvaise. Bon, maintenant vous pourrez normalement toujours vous défendre, mais si vous avez un personnage avec un de défense, vous l'avez vraiment mauvaise. Alors il y a un effet de boost. Si cette activation est une attaque, elle gagne déferlement. Est-ce que c'est pas l'archiprêtresse de nouveau qui gagne quelque chose avec déferlement?
Non, c'était pas elle. Ah, c'est plutôt Electra qui gagnait un déferlement. Bon, ça fait quand même pas mal déjà de solutions pour nous empêcher de bloquer avec nos alliés, qui est quand même quelque chose qu'on aime bien faire, même si on a vu qu'il y avait de nouvelles mécaniques qui nous demandaient de faire autre chose. On pourrait un peu changer, mais voilà. Alors, embrassé par la noirceur ou par les ombres, hein, on va voir comment ils vont nous traduire ça, qui est une traîtrise avec la belle Electra Nachos, qui est sur l'image, qui est très jolie. C'est relié à Daredevil, Elektra ou White Tiger, donc les trois qui en fait sont des personnages possédés. Une fois révélé, le vilain manigance. Si deux menaces ou plus ont été placées sur la manigance principale de cette façon, défaussez les trois cartes du dessus du deck rencontre. Alors, est-ce qu'il y a des cartes qui ont pour effet, quand elles sont défaussées, de faire quelque chose? Je ne sais pas. Maintenant, c'est une façon d'en arriver encore plus vite à vider votre deck de rencontre et avoir une icône d'accélération. Donc ça met de la menace et de l'accélération potentielle en plus. Effet de boost, si cette activation est une attaque, placez deux menaces sur la manigance principale. Alors ça par contre, ça c'est le genre de carte qui peuvent vous one-shot, c'est vraiment une crasse. Ah, là on est dans un nouveau set, donc on va d'abord voir que je n'ai rien raté. On a bien donc les darks protégés ici, ainsi que quelques exemples de cartes avec les darks protégés qu'on doit rajouter dans le deck de rencontre en fonction du dark protégé qui a été tiré au hasard. Maintenant, j'imagine que vous pourrez aussi choisir celui que vous préférez, évidemment, quand vous préparez votre deck de rencontre. Alors, que serait la main et des scénarios avec la main sans bien des ninjas? Et ici, on voit que l'on a plusieurs cartes. Ninja Swarm. Ninja, alors ninja, ça veut dire ninja évidemment, et Swarm, c'est pas une meute, c'est un essaim ou un truc comme ça. J'ai plus vraiment la traduction exacte, je pense que c'est essaim. Mais c'est une façon de dire qu'on va se faire déborder littéralement par un nombre incroyable de sbires ninja. Alors commençons par le premier qui nous est présenté, Black Mountain, la montagne noire, qui est donc un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, qui a les traits brut, main et ninja, 5 points de vie, et qui a garde. Donc c'est déjà le deuxième personnage que l'on trouve avec garde. Donc je sens qu'on va être freiné énormément dans notre avancée contre le vilain dans ce premier scénario. Alors, une fois que la montagne noire est engagée avec vous, chaque autre ninja, chaque autre sbire ninja engagé avec vous, ne peut pas être attaqué. Donc il a garde aussi bien pour le vilain que pour les sbires ninja. Et évidemment c'est Ninja Swarm, donc c'est une façon de dire que c'est lui qui est en première ligne qui vient nous taper dessus, et qu'on ne peut pas se débarrasser des autres en attendant. On voit aussi que c'est le premier sur 9 des cartes de Ninja Swarm, et qu'il y a un effet de boost, pas d'icône de boost mais un effet. Ici un allié, if an ally is defending against this, si un allié défend contre cette attaque, révélez ce mignon. Ça c'est vraiment une crasse, parce qu'évidemment on ne sait pas quelle carte de boost on va avoir, ce qui signifie qu'au moment où on se fait attaquer et qu'on défend, si une fois de plus on défend avec un sbire, le sbire a défendu cette attaque, ce mignon, ce sbire est mis en jeu, et donc il est mis en jeu avant que ce soit le tour au tour des sbires d'attaquer, eh bien il nous attaque. Encore heureux qu'il n'ait pas Villainy, parce que là ce serait vraiment une énorme crasse. Alors, la troisième carte sur 9 de Ninja Swarm, c'est le Bow Staff Ninja. Traduit littéralement le ninja au bâton. Parce que d'accord, Bow, c'est comme ça qu'on appelle un bâton en japonais. Et très souvent, quand on s'entraîne au dojo, on va nous demander, allez chercher le Bow, ok. Donc c'est un peu redondant quand même, mais voilà, c'est au moins pour avoir le vrai nom japonais, c'est toujours sympa. Donc c'est un sbire qui a un de manigance, un d'attaque qui fait partie de la main et qui est ninja, qui a 2 points de vie, donc ça déjà ça va mieux. Par contre il a teamwork ninja et endurance. Ténacité, pardon. Endurance.
Donc il arrive avec un jeton d'état tenace. Alors il a peut-être que 2 points de vie, mais il faudra quand même au moins taper 2 fois dessus, à moins d'avoir perçant. Et surtout il a teamwork. Alors teamwork en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est travail d'équipe, hein, traduit littéralement, je ne sais plus si c'est ça qu'ils ont utilisé. Toujours est-il que ça signifie qu'il gagne en fait, si un autre ninja est présent sur la table au moment où il arrive, eh bien il gagne l'équivalent de coup rapide, mais qui marche aussi pour la manigance. Donc si vous êtes en héros, il va vous attaquer immédiatement, comme un coup rapide. Par contre, si vous êtes en alter ego, eh bien il va le manigancer immédiatement. Donc ça, la règle, hein, ça fait déjà un petit moment qu'elle a changé. Avant, tous les, euh, tous les sbires qui avaient Teamwork s'activaient. Maintenant, il n'y a plus que celui qui arrive. Ça n'en demeure pas moins un effet quand même qui peut être assez dévastateur. Bon, maintenant, avec un manigance et un d'attaque, ça va, c'est pas encore trop sale non plus. J'irais jusqu'à dire que si vous avez riposte, bah, en fait, il arrive, fait un dégât, il prend la riposte, il y a déjà plus son tenace, bah, à la limite, ça vous aide. Mais ça, voilà. Alors, une fois vaincu, le joueur qui l'a vaincu défausse les 2 cartes du dessus du deck de rencontre et révèle le premier sbire avec le mot-clé Teamwork, donc travail d'équipe, qui est défaussé de cette façon. Donc pas forcément un ninja, hein, qui a Teamwork. Si vous mélangez d'autres sets annexes de rencontres qui ont des Teamwork dedans, eh bien ils pourraient être également révélés. Oui, ils sont révélés en plus, ils ne sont pas mis en jeu, ils sont bien révélés. C'est ça, des sbires qui auraient été parmi les 2 cartes qui auraient été défaussées. Le premier, il a ninja, hein. Heureusement, il n'a pas teamwork. Maintenant, si on a défendu et qu'il a l'effet de boost, il pourrait quand même arriver comme et donc taper aussi. Donc ça pourrait quand même être sale. Maintenant, il va arriver en jeu avant de taper. Donc pour certains effets de carte, c'est plus intéressant parce qu'ici, c'est comme le quick strike, hein, attaque rapide. Il va d'abord faire son effet d'arrivée en jeu avant de pouvoir éventuellement faire les effets des cartes qui disent quand la créature est arrivée en jeu. Alors, personnage suivant, enfin personnage carte suivante, qui est de nouveau un sbire, qui est le Katana Ninja. C'est marrant qu'ils aient pas mis Katana sort de ninja. Du coup, enfin bon. Alors, sbire qui a un de manigance, un d'attaque, qui fait partie de la main, qui est ninja, qui a 2 points de vie. Donc on voit qu'il y a quand même une construction là qui est fort similaire. C'est la 5e carte sur 9. Et là, garde et travail d'équipe ninja. Donc au lieu d'avoir tenace, c'est la garde. Là, on est obligé de le taper lui avant de pouvoir taper sur le vilain. Alors là, tout de suite, on voit que entre Black Mountain qui a garde et qui vous empêche de taper sur les autres ninjas, et puis les ninjas qui ont garde, ben et ceux qui ont tenace, pinesse quoi. Vous devez déjà en fait nettoyer la table de tous les ninjas qui y sont avant de pouvoir taper sur le vilain. Et entre-temps, avec un peu de malchance, il se retrouve sur l'autre environnement. Donc soit dans la rue, soit au-dessus du temple Tenchu. Enfin, je sens que ça va être une course-poursuite qui va être très compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir une fois vaincu? Ben, j'ai l'impression que c'est la même chose, hein. Le joueur qui l'a vaincu défausse les 2 cartes du dessus du deck rencontre et révèle le premier sbire avec le mot-clé Teamwork défaussé de cette façon. C'est exactement le même pouvoir. Donc, à part Black Mountain qui risque de se mettre lui-même en jeu, là on voit que eux, les 2 premiers sbires qu'on a eu qui sont des ninjas, ben, une fois vaincus, vous demandent peuvent vous faire mettre d'autres sbires ninjas en jeu. Donc là, il y a vraiment effectivement cette notion de swarm, de dessin qui vous engloutit, qui est la mécanique pour ça a l'air assez bien foutue. Maintenant, est-ce que la difficulté ne va pas être trop haute? Au moins, ils ont eu l'intelligence de mettre des personnages qui n'ont que des stats à 1 et peu de points de vie. Mais même comme ça, j'ai le sentiment que ça va être costaud. Moi, j'aurais bien vu des personnages qui avaient peut-être parfois 0 de manigance, parfois 0 d'attaque, pour dire quand même que
que ce soit gérable. Mais on verra bien lors de l'essai, de toute façon. Et puis un peu de difficulté n'a jamais fait de mal non plus. N'a jamais fait de mal. Alors, carte suivante. Toujours du set Ninja Swarm, la 8ème sur 9. Dancing Shadows, les ombres dansantes. Manigance annexe, chaque ninja, sbire ninja, pardon, reçoit plus un point de vie. Ok. Pas du tout compliqué. Alors on voit par contre qu'elle a une valeur de menace de base de 3 et qu'elle n'est pas dépendante du nombre de joueurs. Donc ça arrive que avec 3, quoi qu'il arrive. Donc c'est relativement facile de s'en débarrasser en multi. Et au moins c'est un seuil, enfin 3, même en solo, c'est faisable pour s'en débarrasser tout de suite. Donc a priori, la plupart du temps, on va s'en débarrasser au tour 1, parce que de toute façon, ça va être très compliqué de gérer tous les ninjas qui sont présents s'ils ont des points de vie en plus. Ah, je viens de dire une bêtise avec la phrase suivante. La menace ne peut pas être retirée de cette manigance tant qu'il y a au moins un ninja sbire encore en jeu. Et là, sbire, c'est important parce que si on a des vilains ninjas, eux ne compteront pas. Et heureusement, parce que sinon, en fait, tant que vous n'avez pas gagné de base, eh bien, en fait, vous ne pourriez pas vous débarrasser de Dancing Shadows, ce qui serait complètement stupide. Alors, elle a un effet de boost qui est révéler cette carte. Donc ça, vous n'y échapperez pas. À un moment ou l'autre, tous vos sbires ninja auront plus un point de vie. Donc ça signifie que tous vos sbires ninja ont plus un point de vie, que quand vous les battez, il y a des chances qu'ils placent de nouveaux ninjas en jeu, qu'ils vous empêchent la plupart du temps d'attaquer le vilain, et que cette carte-ci qui les booste ne peut être retirée que pendant un creux, un temps mort, où vous avez réussi à vider la table. Costaud, quoi. Donc à ce moment-là, au lieu de commencer à taper sur le vilain ou de changer de lieu, vous allez vous dire non, je vais d'abord m'occuper de cette manigance annexe. Et une fois que c'est fait, ah bah c'est bête, il y a de nouveau des ninjas qui arrivent et le vilain a à nouveau changé de lieu. Youpi! Alors, la carte 9 sur 9 de Ninja Swarm, Countless Numbers ou nombre incontable ou illimité. Plutôt incontable, hein, ici traduit littéralement, mais qui est donc une traîtrise, qui a une très belle image, j'aime bien. D'ailleurs, elle est peut-être un peu prémonitoire de ce qu'on va avoir. J'ai l'impression qu'en fait, on a que des cartes différentes, et du coup, on a ici le Katana Ninja, on a un Sai Ninja. Ouais, je crois que c'est un Sai, hein, j'ai l'impression qu'il y en a deux. Une vers le bas, une vers le haut, cela dit, donc c'est peut-être... Et ici, Kuzari quelque chose, j'ai oublié le nom exact. Et donc, la chaîne avec l'espèce de faux, sauf qu'ici, il en a deux, et que normalement, historiquement, de l'autre côté, c'est pas une deuxième faux qu'on a, c'est un poids. Un poids. Bref. D'ailleurs, très marrant comme chose, j'ai pu un peu jouer avec ça récemment, du moins avec un entraînement. C'est chaud et vous faites des brûlures indiennes de malade sur la main dirigeante. Hein. Enfin, soit. Ça mise à part. Enfin, d'ailleurs, je vais faire la pub. Tiens, si vous êtes sur Namur aux alentours et que une fois essayé les arts ninja, ou à proprement parler ce qu'on appelle actuellement le Bujinkan, donc l'art martial qui reprend, pour être plus précis, 7 écoles type d'anciens arts martiaux samouraïs qui ont été réunis et d'arts ninja qui ont été réunis. Donc tout ce qui est samouraï, c'est plutôt pour tout ce qui est utilisation des armes, utilisation des armures, les techniques de base aussi pour parer. Enfin, je vais pas vous faire tout dans le détail, mais c'est quand même super intéressant. En plus, une petite notion historique. Donc évidemment, c'est plus pour le plaisir d'apprendre des choses historiques que vraiment pour avoir un art martial qui est pleinement potent, enfin qui est pleinement effectif actuellement, parce que vous allez avoir du mal à rencontrer en rue quelqu'un qui a un katana ou un bo ou ce genre de choses pour vous défendre contre, évidemment. Eh bien, vous êtes les bienvenus à Namur, à ISS Ogai Inyo Dojo, donc, qui est le dojo dans lequel j'ai repris les arts martiaux depuis un petit peu plus d'un an. Vous avez 3 séances gratuites, donc n'hésitez pas à passer un coup, nous faire un coucou. C'est le jeudi de 18h45 à 20h30. Et franchement, c'est hyper sympa.
Et alors en termes de technique, c'est pas du tout du bullshido comme pourraient le laisser entendre certains. Je vous assure, au vu de mes articulations, que ça fonctionne effectivement. Mais bon, effectivement, c'est dans un contexte plutôt moyenâgeux, médiéval japonais, donc clairement, n'espérez pas aller après vous battre en rue que ce sera efficace, mais quand même, ça vous apprendra énormément de choses. D'ailleurs, ce sont des bases communes avec à peu près tous les arts martiaux, tels que le judo et l'aïkido notamment, et vous retrouvez énormément de choses aussi de self-défense. Donc malgré tout, vous partirez avec un bagage qui pourrait vous servir. Voilà, petite parenthèse finie sur les ninjas. Et j'en reviens à l'explication de la carte. Donc cette carte-ci est une traîtrise qui a Surge. Maintenant j'ai un trou de mémoire sur Surge, c'est renfort. Autrement dit, au moment où vous révélez cette carte, attention que la règle de Surge vient de changer. Donc avant, c'est vous révéliez la carte du haut du deck de rencontre. Maintenant, vous vous allouez la carte du haut du deck de rencontre comme carte, enfin, en face cachée comme prochaine carte de rencontre. Ce qui signifie que si c'est par exemple quelque chose qui vous arrive, admettons pendant votre phase de joueur d'une manière ou d'une autre, eh bien vous ne révélez pas les deux tout de suite. Vous allez juste vous l'allouer comme carte de rencontre et vous aurez sa révélation plus tard pendant la prochaine phase de l'ennemi. La plupart du temps, ça se passait quand même comme ça, mais dans certains cas de figure bien particuliers, ça va changer certains détails. Donc ça, c'est quand même bon à savoir, c'est une des nouveautés de la V1.8. Alors, une fois révélé, mélanger chaque sbire ninja dans le deck, de la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre. Tout ça pour dire qu'on va réalimenter la mécanique du swarm, et que chaque ninja qui meurt va probablement vous demander de défausser les cartes du deck de rencontre et de mettre le premier sbire avec Timur qui a été défaussé en jeu. Bah, si à un moment donné il n'y en a plus, vous êtes tranquille. Eh bien non, grâce à cette carte-ci, vous allez les remélanger. Youpi! Alors, cette carte a un effet de boost qui dit que résolvez l'effet une fois révélé de cette carte. Donc de nouveau, cette carte-ci, vous n'y réchapperez pas. Soit vous avez une autre carte de rencontre plus l'effet de remélanger les ninjas, soit vous avez un petit icône de boost, une icône de boost, plus le fait de remélanger tous les ninjas. Voilà donc pour la mécanique Ninja Swarm, qui a l'air très sympa. Alors ça, c'est vraiment le set annexe de rencontre que vous allez adorer placer quand vous avez des héros qui aiment avoir justement plein de sbires à affronter. Ça va alimenter votre mécanique tout en donnant quand même un bon défi. Et ça va vous changer des sets gobelins dont on en a un peu marre dans ce genre de truc. C'est assez sympa. Excusez-moi. Alors, le prochain set, deuxième set de rencontre, le labyrinthe des ombres, où donc on ne sera pas confronté à un vilain, réellement, mais à un corridor changeant, de Shifting Corridors, qui a donc plusieurs faces également, puisqu'ici on a une face A qui est présentée. Il a donc 0 de manigance, 0 d'attaque, mais avec une petite icône d'Astérix. C'est donc, il a, zut, il est location, il a le mot-clé, c'est pas un mot-clé ici, c'est un attribut location, je ne sais plus comment on dit exactement. Il est Stalwart aussi, donc Stalwart c'est celui qui ne peut pas avoir ni de carte, enfin qui ne peut pas avoir d'effet de carte d'état, donc ni être sonné, ni être désorienté. J'aimerais bien m'en rappeler en français de Stalwart. Robuste. Et les interruptions forcées, donc quand il manigance ou qu'il attaque. Quand le corridor changeant devrait s'activer contre vous, à la place, retirez un compteur passage d'ici et révélez la carte du haut du deck de piège. Ok. Si le dernier si le dernier compteur de passage est retiré d'ici, les joueurs perdent la partie.
Ok, donc c'est une espèce de course-poursuite. On va devoir traverser les corridors et trouver son chemin en évitant des pièges. Et si on n'y arrive pas avant la fin du compteur, en fait, tout simplement, qui va probablement dépendre du nombre de joueurs, hein, j'imagine, eh bien on aura perdu la partie. Et le nombre de points de vie est donc égal à 0. Donc en fait, l'attaquer ou contrer, de base, ça sert pas à grand chose. De base, hein, je dis parce qu'on va aller voir les cartes suivantes. Et voilà la carte de manigance principale de ce scénario. Alors, à l'intérieur du labyrinthe, face 1B, donc on ne voit pas la face 1A qui voit la mise en place. On voit que le seuil, ce n'est pas 8 évidemment, mais l'infini. Une fois révélé, placez 10 compteurs passage par joueur sur le Shifting Corridor. Donc, pour rappel, le nombre de compteurs, en gros, c'est le nombre d'activations auxquelles on a droit avant d'avoir perdu, puisque s'il n'y a plus de compteurs ici, la partie est finie, donc on n'a pas réussi à trouver la sortie du labyrinthe assez vite. Et on voit que c'est porté à 7 seulement par joueur si vous jouez en mode expert, donc il va vraiment falloir galoper entre les couloirs. Parce que cette activation, ça peut aller assez vite en fait, hein. Il suffit de tomber sur des cartes qui donnent des activations supplémentaires. Alors, interruption forcée. Quand les corridors changeants devraient prendre n'importe quelle quantité de dégâts, retirez cette quantité de menaces à la place. Ok. Interruption forcée. Quand la dernière menace est retirée de cette manigance, avancez au stage 2A. Au stade 2A, donc. Les joueurs gagnent en avançant. Ah oui, ok, oui. Ça me rappelle un peu le scénario avec la collection, là, ou le collectionneur. Donc ici, en fait, il faut tout vider pour avancer dans le scénario. Donc pas en faisant du dégât fatalement au corridor, puisque ça, de toute façon, c'est pas possible, il n'a pas de point de vie. Et donc, quand on veut l'attaquer, on retire de la menace ici à la place. Ou si on contre, hein, c'est pas interdit de le faire, on retire de la menace. Donc en gros, il va falloir retirer 25 points de menace en utilisant sa meilleure stat, soit attaque, soit contre, pour déjouer le labyrinthe. Et pour ça, on n'a que 10 activations en mode normal par joueur. Donc 10 activations du couloir changeant pour y arriver. Alors, interruption forcée. Ouais, ça, c'est en fait ce qui vous permet d'utiliser votre force et de ne pas devoir tout faire au contre. On voit qu'on commence avec 25 points de menace, avec une quantité de 25 par joueur. Et on voit que ça augmente quand même, hein, tous les tours, comme d'habitude, mais de 1 par joueur. Ouais, c'est vraiment... Ah bah voilà, ça c'est la carte... C'est ça, donc il faut placer la 2A. Quand on a réussi à sortir du labyrinthe en enlevant toute la menace, et on arrive donc dans la chambre des villes secrets, qui a donc un seuil de 9 par joueur. Une fois révélé en mode expert, le vilain s'active contre chaque joueur. Ok, donc ça c'est en expert. Réponse forcée après que vous ou qu'un allié que vous contrôlez manigance contre cette manigance, révélez la carte du haut du deck pas trésor, je raconte, du haut du deck piège. Et il faut la révéler et c'est limité à une fois par round, par joueur évidemment. Maintenant il faut voir ce que c'est que les pièges évidemment. Si ce stade est vaincu, est complété, pardon, les joueurs perdent la partie. Ok. Donc ici on voit qu'on n'a pas de seuil. Donc ça peut monter aussi haut qu'on veut, mais par contre on va être limité avec le nombre d'activations qui sont placées sur le labyrinthe, sur les couloirs changeants, et de toute façon il faut l'amener à 0 pour passer au stade suivant. Donc quand même important de le vider assez vite. Et ici par contre si on arrive à 9 ou plus par joueur, on a perdu.
Ça débute avec 1 par joueur et ça rajoute 1 par joueur à chaque phase du vilain. Et à chaque fois qu'on contre la manigance ici, on doit rajouter un piège. Ok, ok, ok. Alors, Dead End, ou Dead End traduit littéralement, c'est une impasse. Donc manigance annexe, elle a assaut. Donc le mot-clé assaut, ça veut dire que les contres de base contre cette manigance utilisent l'attaque à la place du contre. Donc ça par contre c'est plus embêtant si vous avez un très bon contre et pas une bonne attaque, évidemment. Maintenant ce ne sont que celles de base, donc vous pouvez quand même utiliser vos événements de contre, ce n'est pas un souci. Alors une fois révélés, si les corridors changeants sont en jeu, ouais, c'est vrai qu'ils pourraient ne plus être en jeu, hein. Une fois que, donc, si le corridor changeant est en jeu, retirez un compteur passage de celui-ci. Sinon, placez une menace par joueur ici. Elle débute avec 2 menaces par joueur. Donc au début, c'est très gentil, mais évidemment, si voilà, ça peut passer à 3, quoi, si vous jouez en solo. Et il y a une icône dont j'ai oublié le titre, le nom, mais qui fait que vous êtes obligé, d'urgence, je crois, qui fait que vous êtes obligé d'enlever cette manigance annexe avant de pouvoir contrer la manigance principale. Et on voit qu'il y a 3 icônes debout sur la carte. Bon. Donc ça fait toujours partie du deck Shadow Labyrinth. Alors, on a Lord Death Strike. C'est pas la première fois qu'on entend parler de celui-là, il me semble. Pourtant, il n'a pas la même tête ici. Donc, il fait partie de la main. 2 de manigance, 2 d'attaque, 5 points de vie. Il a le mot-clé patrouille. Donc, dans mon souvenir, on ne peut pas contrer la manigance principale tant qu'il est présent. Une fois révélé, si les corridors changeants sont en jeu, mélangez les top 2 cartes of the encounter deck into mélangez les 2 cartes du haut du deck rencontre dans le deck de piège, sinon révélez la carte du haut du deck piège. Ouais. Effet de boost, mettez ce sbire en jeu engagé avec vous. Ok, donc lui de toute façon c'est encore une fois un dont on n'échappera pas. Quoi qu'il arrive, il arrivera en jeu. Alors, c'est une traîtrise, no time to think, pas le temps de réfléchir, qui a le mot-clé péril. Donc pendant qu'on résout cette carte, on ne peut pas être aidé par d'autres joueurs. Donc déjà, ils ne peuvent pas nous conseiller, hein, mais surtout s'il y a des coups ou autre chose à faire, ils ne peuvent pas. Donc le vilain s'active contre vous une fois que c'est révélé. Bah, ça signifie que on ne peut pas bloquer pour vous. Vous devez gérer le truc tout seul. Ok, donc ça peut déjà être sale. Et alors il y a un effet de boost. Si cette activation est une attaque, cette carte gagne 2 icônes de boost. Et cette attaque gagne déferlement. Donc de nouveau, contre le chump blocking, c'est horrible parce que... Ah, ok, c'est une attaque, ça passe à 3. Et en plus, ton chump block, bah, il n'a plus qu'un point de vie. Bim, tu prends quand même 2. C'est une façon de dire, bon bah ok, vous allez prendre 2, quoi. Très souvent. Carte suivante, Sudden Shift, changement soudain, qui est une traîtrise une fois révélée. Shuffle, Trap Discard Pile, donc mélanger la défausse des pièges et les 3 cartes du haut du deck de rencontre dans le deck piège. Révéler la carte du haut du deck piège. Ok. Effet de boost, Shuffle, Trap Discard, mélanger la défausse, piège ainsi que les 2 cartes du haut du deck de rencontre, du dessus du deck de rencontre, dans votre deck piège. Donc ce deck piège va avoir tendance à gonfler, 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 j'ai l'impression. Et on retourne Shifting Corridor. Bon, on n'a toujours pas vu réellement de piège, j'imagine. Ouais. J'imagine que ça va être ceci. Après, qu'est-ce que le deck piège exactement? Parce qu'on n'a pas
Donc j'imagine que c'est la manigance principale qui va nous expliquer, donc probablement la 1A qui va nous expliquer comment former ce fameux deck piège. Mais ici en l'occurrence, bah, on n'a pas vraiment... Parce que Deadly Contraptions c'est un mécanisme, si je ne dis pas de bêtises, un mécanisme mortel, donc clairement ce seront des pièges, mais ça n'a pas le nom de piège. On verra bien, on verra bien. Je vais déjà les lire. Donc déjà, Nervous Jitters. Truc qui te, j'imagine, qui te prend les nerfs. Je sais pas la traduction exacte de Jitters, mais bon. C'est donc un attachement qui a le trait condition qu'on attache à notre personnage, identité. Interruption forcée, quand vous choisissez d'éviter les effets dit avoid or dit quand vous choisissez l'effet éviter ou désarmer d'une carte piège, nommez un type de carte rencontre, puis défaussez la carte du haut du deck rencontre. Si la carte défaussée de cette manière n'était pas le type nommé, prenez 4 dégâts indirects et défaussez cet attachement. Ok, donc ça veut dire que dès qu'on va tomber sur un piège, si on choisit désarmer ou éviter, on a quand même une chance de se prendre 4 points de dégâts dans les dents. C'est un piège qui est piégé en fait. Alors, toujours dans les Deadly Contraptions, les mécanismes mortels, on a l'Iron Monk, ou le prêtre d'acier, un prêtre de fer, qui est donc un sbire, qui a 2 de manigance, qui a 1 d'attaque, qui a 4 points de vie, qui est main et mystique, qui a le mot-clé patrouille et ténacité, ça commence à faire beaucoup. Tant que Iron Monk est engagé avec vous, vous ne pouvez pas choisir les effets éviter des cartes pièges. Ok. C'est thématique. Alors, Hall of Punishment, le hall des punitions. Manigance annexe. Interruption forcée. Quand vous choisissez l'effet trip, qui est, je crois, marcher en fait, sur un, ou traverser peut-être, sur un piège, défaussez les 3 cartes de votre deck. Bon, jusque là, ok. Maintenant, j'aimerais bien avoir des cartes pièges avec les effets, parce que là, pour l'instant, je comprends pas grand-chose. Et donc, il y a une icône dessus dont je me suis toujours pas rappelé le nom, mais je crois que c'est Urgence, qui vous évite de manigancer, de contrer la manigance principale. Il y a 2 menaces au départ par joueur sur cette manigance annexe, et enfin, elle a un effet de boost, placez une menace sur la manigance principale pour chaque personnage que vous contrôlez. Donc, de nouveau... plus on est nombreux à vouloir passer ce truc, et plus ça va nous prendre du temps à laisser au vilain l'occasion d'avancer dans son piège en plaçant des menaces. Path of Thousand Cuts, le chemin des 1000 coupures. Every step is a test of resilience. Chaque pas est un test de résistance, de résilience. Interruption forcée, donc c'est une manigance annexe qui a une interruption forcée. When you choose to avoid effect or the trip effect. Donc quand vous choisissez l'effet éviter ou traverser un piège d'une carte, prenez 2 dégâts indirects. En effet de boost, infligez 1 dégât à chaque caractère que vous contrôlez. Et cette manigance annexe arrive avec 5 menaces nativement, mais pas par joueur. Ah, enfin! Ah ben ça fait partie des Deadly Contraptions, donc des mécanismes mortels également, les pièges. Alors, Blinding Powder, ou poudre aveuglante, qui est une trahison, qui a donc le mot-clé, enfin pas le mot-clé, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas grave, qui est défini en tant que piège. Une fois révélé, choisissez, et voici les fameux effets. Donc évitez
Défausser un événement de contre de votre main. Ok, c'est comme ça que ça marche. Désarmer, défausser 2 cartes au hasard de votre main et donner à votre personnage donnez à un personnage que vous contrôlez une carte de statut tenace. Alors là, limite, défausser 2 cartes pour ça, t'as presque envie de le faire. Et enfin, trip, donc traverser, je dirais. Infliger 2 dégâts à votre identité et désorienter-la, ce qui est beaucoup plus embêtant. Si c'était que les 2 dégâts, franchement, ce serait bien aussi. Ok, donc on a le choix entre éviter, désarmer, qui coûte plus cher mais qui vous donne un effet bénéfique ici, ou traverser qui n'est qu'un effet négatif. Ouais, c'est plutôt bien construit comme principe, j'aime encore bien, on va voir les autres. Caltrops, aucune idée de comment ça se traduit, qui est une traîtrise, qui est un piège. Une fois révélé, choisissez, donc de nouveau. Alors, évitez, défausser une carte de défense cette fois-ci de votre main. Ok. Désarmer, défausser une carte spécifique à votre identité de votre main et infliger 2 dégâts à un ennemi. Donc de nouveau, c'est un truc plus embêtant, mais on a un effet bénéfique. Donc le désarmer, c'est quand même, à mon avis, ce qui va être souvent le plus intéressant. Et enfin, traverser, infliger 2 dégâts à votre identité et sonnez-la. Donc c'est le même principe que la carte précédente. Et Nervous Jitters, qui est donc ce qui booste, ce qui empêche de désarmer ou d'éviter les pièges plus facilement, qui vous demande donc de les traverser, qu'on avait déjà vu. Ok. Ok. Bah ça me parle. Maintenant, ce que je me demande, c'est est-ce que ce sera utilisable? Bon, ça ce sont les pièges. Donc j'imagine que ce deck-là, Deadly Contraptions, doit aller dans le deck piège, ou alors on va nous demander de retirer toutes les cartes qui ont piège et de les mettre dans ce fameux deck piège au départ, et que d'autres cartes du coup ici pourraient se rajouter dedans au hasard, mais on verra bien. Et du coup tout ceci serait quand même utilisable comme deck de rencontre annexe, comme set annexe de rencontre plutôt, avec d'autres scénarios. À voir. Ah oui, il y a juste une chose ici aussi, qu'il me semble un peu évident. Alors, en mode expert, le vilain s'active contre vous immédiatement. Ben, je subodore que le 2A nous demande d'aller rechercher un des Dark protégés, du moins qu'on n'aura pas encore vaincu. Donc admettons qu'on ait eu Daredevil lors du premier combat, mais il faudra aller prendre un des 5 autres au hasard. J'imagine, hein, je ne l'ai pas lu, je n'ai rien vu dans ce sens, mais et qui deviendra ici votre ennemi qui vous attend dans la chambre des villes secrets. Ça me paraît très logique. Ou alors on nous a tout simplement pas encore dévoilé le vilain de la chambre des secrets, mais ça me paraîtrait beaucoup plus logique que ce soit ici un des 6, et ce serait même pas déconnant non plus de se dire qu'à partir du moment où on met un des 6 ici, on doive de nouveau aller rechercher toutes les cartes qui sont liées et les rajouter dans le deck de rencontre à partir du moment où la chambre des villes secrets est dévoilée. Et on en arrive au troisième scénario, le cœur des ombres, Heart of Shadow, le cœur de l'ombre plutôt, avec le fameux Kralak. C'est pas lui qui avait le bénédiction là? C'était où déjà? Ah c'est ça, Kralak's Blessing ici. Bénédiction de Kralak. Donc c'est effectivement le grand vilain de cette mini-campagne, hein, parce que ça peut être joué comme une mini-campagne de nouveau, à l'instar de ce qu'on avait eu avec Mojo. Et c'est donc bien lui qui donne sa bénédiction ici. Alors, et qu'est-ce qu'on nous dit sur lui? Bon, déjà, il a une sale gueule. Franchement, ça donne pas envie. Hein. Je comprends pourquoi ils ont caché le bas ici, d'ailleurs. Alors, Kralak, lui, par contre, il a plusieurs faces. Tiens, plusieurs faces. Il n'y a pas plusieurs faces, il a plusieurs stades. C'est le premier vilain que l'on voit avec un stade 1. Qui donc potentiellement en aura de nouveau 3 pour jouer soit en simple, en normal, soit en expert.
Ses stats de base pour jouer en simple sont déjà phénoménales, je trouve, hein. 2 de manigance, 3 d'attaque, avec en plus un pouvoir. Alors il a les traits démon. Ah, c'est un démon, ça c'est marrant ça. Il a les traits démon et main. Il est steady. Steady, c'est en français, je ne sais plus, mais il faut 2 cartes d'état négatif pour avoir l'effet, donc 2 fois sonné ou 2 fois désorienté. Ça m'embête que j'oublie à chaque fois ces mots-là, c'est quand même embêtant. Donc il y avait robuste et... Je ne sais plus, ça me reviendra plus tard. Alors il a une interruption, quand Kralak attaque, vous attaque, vous pouvez, pardon, pas vous devez, vous pouvez, donc ça a de l'importance ce genre de mots-là, placer un compteur de corruption sur Creeping Corruption, donc sur corruption effrayante. Si vous le faites, Kralak reçoit -3 pour cette attaque. Ok, donc en fait ça enlève sa valeur d'attaque de base. On se prend un jeton corruption, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce jeton corruption? Alors on voit qu'il y a 18 points de vie aussi, c'est quand même costaud de nouveau pour un premier stade, hein. Ah bah voilà. Donc la corruption effrayante, je vais dire ça comme ça, mais creeping c'est pas plutôt comme un ver de rampante, comme un ver de terre qui vous rampe dessus, un truc comme ça. Ah là là, mon anglais n'est plus ce qu'il était, mais depuis que je ne travaille plus à la SNCB, malheureusement, j'ai bien perdu en vocabulaire autant en néerlandais qu'en anglais. Vous devrez m'excuser pour ceci. Alors, donc, cette amélioration qui n'a pas de coût et qui donc vraisemblablement arrive au setup, puisqu'elle a le mot-clé setup et qui est permanente, on ne peut pas s'en débarrasser, est limitée à 1 par joueur. S'il y a au moins 5 jetons de corruption ici, retirez chacun d'entre eux d'ici et retournez cette carte. Ok, donc déjà on voit qu'une fois qu'on arrive à 5, la corruption grandit et nous donne des effets probablement plus négatifs. Alors il y a une action inclinée corruption, je vais l'appeler la corruption tout court parce que l'autre moi je n'ai pas la traduction exacte. Donc incliner la corruption et placer un compteur corruption ici et piocher une carte. Ah ok. Un moteur de pioche d'entrée de jeu. Bon maintenant il ne faut pas être trop gourmand hein, parce que dès que vous arrivez à 5, on va voir tout de suite ce qui se passe j'imagine. Ouais, effectivement. Donc on voit que le dessin a changé, on voit que Daredevil qui était en rouge et qui avait l'air de résister, maintenant a l'air de se laisser faire, est devenu noir. Creeping Corruption, ça a gardé le même nom. Overpowering, donc surcharge de pouvoir, ça nous rendrait plus puissants. Donc ça a le mot-clé permanent, toujours limité à 1 par joueur. S'il y a au moins 5 jetons de corruption ici, vous êtes vaincu. Ben voilà, donc 5 on se retourne. On enlève tout, et de nouveau 5, on a perdu. Donc 10 jetons de corruption, et la partie est perdue. Donc potentiellement 10 options, 10 possibilités de faire attaquer le vilain à 0. Ça peut aller assez vite, hein. Action, incliner la corruption et placer un jeton corruption ici, piocher 2 cartes, et défausser une carte de votre main. L'effet est plus fort, quand même, malgré tout, parce que c'est une sonde en même temps qu'une pioche, donc ça c'est intéressant, sauf qu'on se rapproche vraiment méchamment de la fin de game et de la perte s'il n'y a pas de moyen de se débarrasser des jetons compteurs dans les cartes qui vont suivre. Mark of the Wicked, la marque des... c'est pas les déchus, non c'est pas ça, ça c'est les Fallen. C'est pas les faibles, c'est pas les torturés non plus, enfin bref, la marque de quelque chose de négatif, qui est donc un attachement, qui a le trait sort. Une fois révélé, vous pouvez attacher cette carte à votre identité. Si vous ne le faites pas, prenez 4 dégâts, sonnez votre identité, retirez un jeton de corruption de Creeping Corruption et défaussez cette carte. Ok, donc contre 4 dommages et un sonnet, on peut faire baisser notre niveau de corruption ici. C'est quand même cher, hein. Sinon, on l'attache à notre identité. Notre identité a +2 d'attaque. C'est quand même pas si mal.
Réponse forcée, après que le héros attaché fait une attaque de base, placez un jeton corruption sur Creeping Corruption. Ok. Donc on approche encore plus vite de notre mort, mais bon, à supposer qu'on ait 2 d'attaque, bah, ça signifie qu'on gagne un tour d'attaque basique, puisqu'on doublerait notre effet. Par contre, avec des cartes qui utilisent notre valeur d'attaque sans pour autant faire une attaque de base, voilà, j'ai envie de dire c'est tout bonus. Hein. Et 3 icônes de boost au passage, donc c'est quand même assez douloureux. On est toujours dans les cartes de cœur des ombres. Pull of Power. Tirage de force, tirage de puissance. On va dire ça comme ça, hein, tirage de puissance. Attachement sort, une fois révélé, vous pouvez attacher cette carte à votre identité. De nouveau, je sens que ça va être à chaque fois la même mécanique. Donc vous avez un truc qui vous embête, mais vous pouvez l'éviter en prenant des points de corruption. Sauf que si vous le faites trop, à un moment donné, vous avez perdu. Donc quand il vous en restera 9, vous direz amen à tout ce qui passe pour ne plus prendre de points de corruption. Et à partir de là, ça va vraiment être compliqué. Sauf si vous n'en avez pas pris du tout et que vous approchez de la fin de game. Et qu'à ce moment-là, des cartes bonus grâce à l'effet même de Creeping Corruption vous intéressent, ben là vous en rajouterez vous-même des points de corruption pour piocher des cartes. Bon, une fois réveillé, donc vous pouvez attacher cette carte à votre identité, ça vous donne donc plus 2 de contre, hein, c'est quand même pas rien. Si vous ne le faites pas, prenez 4 dégâts et désorientez votre identité, retirez un jeton de corruption de Creeping Corruption et défausser cette carte. Réponse forcée, après que le héros attaché a fait un contre de base, placez un jeton Corruption sur Creeping Corruption. C'est exactement la même chose que la carte précédente, mais pour le contre au lieu de l'attaque. Donc j'ai envie de dire que, en fonction de ce que votre personnage a comme rôle, bah, vous pouvez ou non refuser de le mettre sans trop vous en soucier. Alors, Hellbride, c'est pas la mariée, Bride, c'est la fiancée de l'enfer, qui est donc un sbire, qui a 1 de contre, 3 d'attaque, pas 1 de contre, 1 de menace, 3 d'attaque, 1 de manigance, on va y arriver, 3 d'attaque, 7 points de vie, qui est démon et main. Donc c'est quand même déjà un beau petit sbire, hein, 7 points de vie, 3 d'attaque. Une fois vaincu, le joueur qui l'a vaincu place 2 jetons corruption sur sa Creeping Corruption, puis soigne 6 dégâts de son identité. Ok. Donc une fois que tu l'as vaincu et contre 2 jetons de corruption, tu récupères des points de vie. Pourquoi pas. Action de héros. Si Hellbride, donc la fiancée des enfers, a 2 ou moins de points de vie restants, vous pouvez incliner votre héros, défausser Hellbride, retirer un jeton corruption de... Ah, ça par contre, ça c'est cool. Donc ça signifie que si vous réussissez à lui faire 5 de dégâts, vous inclinez votre personnage, vous la retirez du jeu, enfin vous la défaussez plutôt, sans avoir les effets donc une fois vaincu, ça c'est cool, et vous retirez en plus un jeton corruption. Donc elle n'est pas facile à vaincre, mais d'un autre côté, c'est comme si elle n'avait que 5 points de vie, et puis que vous deviez vous incliner. Ou qu'un joueur sur la table devait s'incliner. Alors, Snake Root Elders. Les racines ou les origines serpents et les anciens. Donc les anciens des racines serpents ou des origines serpents. Je sais pas très bien la traduction, ce que ça va donner. C'est un sbire qui a 1 de manigance, 2 d'attaque, qui est main, mystique et ninja, qui a 8 points de vie cette fois. Ça y est, c'est la surenchère ici. Tant qu'il y a au moins un jeton corruption ici, Snake Root Elders gagne garde et patrouille. Une fois révélé, vous pouvez placer un jeton corruption sur Creeping Corruption. Si vous ne le faites pas, placez un jeton ici. Ok, donc en fait, soit on a... il ne compte pas puisqu'il n'est pas sur la bonne carte. Hein, donc, soit on a 1, 2, 8 points de vie qui a garde et patrouille.
qui signifie qu'on peut rien attaquer d'autre ou rien contrer tant qu'on les a pas tués avec leurs 8 points de vie. Ou alors on décide de mettre le point de compteur de corruption sur notre carte corruption, auquel cas on peut contrer et attaquer tout ce qu'on veut, en plus d'eux qui ont 8 points de vie. Bon, à mon avis, on va souvent quand même plutôt mettre le compteur corruption sur eux, mais ça justement dans le cas où on arrive et qu'on est limite, qu'on a déjà plus que 9 sur notre creeping corruption, eh ben on ne peut plus le mettre sur creeping corruption, donc on va devoir le mettre ici, ce qui va vachement nous ralentir, puisque garde et patrouille avec 8 points de vie, là ça devient très sale. Alors, le seuil des cauchemars, ou le voile des cauchemars, Veil of Nightmares, qui est une manigance annexe. Kralak's Dark Magic can tap into a person's deepest fear. La magie sombre de Kralak c'est pas taper, peut puiser, on va dire, ou incliner du coup, parmi les peurs les plus profondes d'une personne. Bon, ça mise à part, c'est donc une action de héros. Placez un compteur corruption sur votre Creeping Corruption pour retirer 5 menaces de cette manigance. Et elle arrive avec 5 menaces par joueur, et tant qu'elle est là, vous avez une icône d'aléa, donc une carte de rencontre supplémentaire à la fin, pendant le tour du vilain. Chose que personne n'aime, donc de nouveau, si vous avez assez de place pour placer des compteurs sans perdre, et que vous ne savez pas le manigancer d'une autre manière, eh bien vous allez mettre un compteur dessus pour vous en débarrasser. Sauf une fois de plus, une fois que vous êtes à 9, là vous n'avez pas le choix, vous le prenez, et c'est le début de la fin, parce que c'est des cartes d'aléa, donc supplémentaires à chaque tour. Soumets-toi ou souffre, submit or suffer, qui est une traîtrise. Une fois révélé, choisissez soit placer un compteur de corruption, comme d'habitude sur Creeping Corruption, ou retirer un compteur de corruption, et Kralak vous attaque. Donc tu as le choix entre Kralak t'attaque ou il t'attaque pas et tu mets un compteur corruption. Ou tu le retires même. C'est ça. Donc tu peux choisir de te faire attaquer pour retirer un compteur. Effet de boost, choisissez entre placer un compteur corruption sur Creeping Corruption ou sonner votre identité. Et on en revient à Kralak, on comprend vachement mieux quand même du coup comment il fonctionne. Il a la blinde de points de vie, on ne peut pas mettre beaucoup de cartes d'état sur lui. On ne peut pas souvent l'empêcher de s'activer via des cartes d'état. Donc, il va nous attaquer ou manigancer assez fort. Et on va être obligé de mettre des jetons corruption sur notre carte qui gère les corruptions, on va dire. Pour ne pas perdre trop vite lors des premiers tours. Donc, il faut se mettre en place très très vite pour pouvoir le gérer ensuite. Je sens que ça va quand même être assez compliqué. Comme souvent. Et bien voilà, c'était la dernière carte qui a été révélée de ce pack Shadowland. Donc voici l'image principale, avec le Daredevil possédé, ainsi que tous les ninjas sbires de la main. Et d'ailleurs, on voit que ce sont bien des sailles. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Ah, on voit lui avec un tambo, je sais plus comment on appelle ça. Pas un tanbo, je sais plus. Enfin, soit. Donc c'est encore une arme différente. Les katanas. Donc à mon avis, on va avoir 6 ou 7 ninjas différents, chacun ayant une arme différente, et donc un léger, une fois révélé ou une fois vaincu, différent. Le Kralak qu'on voit intégralement, et où donc on voit qu'on ne voit pas le bas, ce qui est quand même rassurant. Et pas pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Voilà. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache, un peu vite, voilà, ça arrive. Je reviens de vacances, donc désolé pour le retard. Et je refais une petite parenthèse, si jamais vous avez envie que l'univers ninja vous intéresse, n'oubliez pas qu'à Tabora, donc le centre sportif à Namur, en Belgique, donc, il y a des cours de Bujinkan
Bujinkan, qui est donc en fait réunit tous les arts ninja et samouraï, de self-défense, d'arts martiaux et autres qui pourraient vous amuser. Ces cours ont lieu le jeudi, donc n'hésitez pas à venir voir sur internet, à vous renseigner. Vous pouvez venir tester 3 fois gratuitement et on sera heureux de vous accueillir parce que plus on est nombreux, plus on s'amuse. Et je tiens à préciser aussi qu'il y a évidemment beaucoup à main nue, mais il y a également beaucoup d'usages de techniques armées, donc le bo, le rokushakubo, qui est un bâton plus court, le hanbo, qui est encore plus court, les sai, les katanas, et j'en passe. Les ninjato évidemment, qui sont donc non pas la lame courbe mais la lame droite, tanto, etc. etc. Voilà, donc si vous avez envie de venir vous amuser avec nous et que l'univers ninja vous intéresse, eh bien c'était l'occasion d'une fois en parler avec ce monde Shadowlands ou l'attaque de la main des ninjas dans votre face. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre Bujinkan dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous m'avez suivi jusqu'au bout. Un grand merci.